prospectus. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Franz-Olivier Gisbert à 8h42 sur Radio Classique, David. évidemment. Bonjour à tous. Ça va bien ? Bah oui. Une question d'auditeur, et ça les préoccupe, est-ce qu'il faut prononcer Epstein ou Epstein ? Et ils nous disent, mais on prononce bien Einstein. Excusez-moi, c'est un peu trivial et en même temps, c'est l'information. Bah, vous savez, mon père était américain. Oui. Et il disait toujours, ici on est en France et on parle français. Et donc on utilise des mots français et on prononce à la française. Et donc ? Et donc à la française, c'est... vous dites Frankenstein et pas Frankenstein. Vous dites Albert Einstein et pas Albert Einstein. Donc, comme on est en France, moi je dirais, en tout cas dans cette chronique, Epstein. Ok. C'est le phénomène de déculturation médiatique, l'américanisation de la langue, etc. Et il n'y a aucune raison, ici on est en France. Donc on dit Epstein. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose sur cette affaire ? Là, et tout à l'heure, Marcelo Vesfred, à 7h25, dans les coulisses de la politique, expliquait que la classe politique commençait à transpirer très fort sur ce sujet. Est-ce que ça va passer comme Wikileaks, comme dans un autre genre, l'affaire Madoff, qui avait plongé dans le désespoir pas mal de financiers ? Là, c'est les victimes qui sont plongées dans le désespoir, et puis aussi ceux qui ont trempé dans l'affaire. C'est beaucoup plus grave, vous savez très bien. C'est dégoûtant. C'est fascinant en même temps, ça fascine. C'est le côté, la fascination de l'horreur. Et puis, je pense que c'est un coup terrible porté aussi à toutes les élites des démocraties occidentales, qui n'avaient pas besoin de ça. On n'est qu'au début de cette affaire abjecte. Et puis en plus, elle est sortie aux États-Unis, qui est quand même le paradis de la transparence. Et même si le ministère américain de la Justice freine un peu, on voit très bien qu'à un moment donné, il va être dépassé. Et que de toute façon, tout sortira. Il freine, excusez-moi, mais aujourd'hui, si vous allez sur le site du ministère de la Justice, sur la première page, vous avez ce qu'on appelle les Epstein Files. C'est une espèce de Google de l'affaire Epstein. Bien sûr, vous tapez n'importe quel nom, et puis vous savez s'il y a eu des mails, etc. Oui, etc. mais enfin, il y a encore des choses qui sont... mais c'est ouvert à tout le monde. Oui, mais il y a encore des choses qui sont pas dans le public, qui sont pas sur ce site. C'est le supplice chinois. Vous verrez, tout finira par arriver. Et puis, alors, c'est une affaire sismique, avec des ramifications partout, qui va longtemps nourrir le complotisme et le populisme en Occident. Je parle pas de l'antisémitisme, parce que Rima Hassan s'y est déjà mis, vous avez vu, elle y va. Elle met en question Israël, d'ailleurs, comme elle désigne du doigt tous les juifs qui se présentent aux élections, elle met des cibles sur leur tête. Enfin bon, voilà, vous avez ce phénomène-là aussi qu'il faut voir de près. Mais alors évidemment, comme on est dans une époque étrange où les Français, enfin, tous les habitants de cette planète, d'ailleurs, ont le sentiment que l'histoire a commencé le jour de leur naissance, on regarde pas trop l'histoire. Bon, je dis pas que ça permet de relativiser, c'est impossible de relativiser cette abjection, mais le phénomène, quand vous lisez les livres d'histoire, vous le retrouvez chez les empereurs romains, chez pas mal de rois, notamment de rois français, pas tous. Vous les retrouvez aussi, vous retrouvez ce phénomène encore tout récemment chez Mao, l'homme qui a tué 70 millions de Chinois pour la cause et qui, en plus, à la fin de sa vie, chacun sait, ça a été écrit, c'est documenté, raffolait des filles-enfants, de très jeunes filles, en plus c'était dégoûtant, ils sont N'oubliez pas Beria. Il leur transmettait, il les transmettait des maladies. N'oubliez pas Beria, le ministre de l'Intérieur de Staline, qui ramassait ses victimes dans la rue. Et Mao Tse-tung, il avait une formule qui reprenait souvent, c'est un vieux proverbe chinois, c'est pas lui qui l'a inventé, contrairement à ce qu'on dit, c'est le poisson pourri par la tête. Voilà, on en a eu la preuve. Vous évoquiez Rima Hassan, on pourrait parler de Jean-Luc Mélenchon qui refuse que son parti soit classé à l'extrême gauche par le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il faut lui donner tort ? Évidemment. Enfin, je veux dire, si c'est pas un parti d'extrême gauche, où est-ce qu'il est ? Alors, on pourrait dire, c'est vrai, parce que dans la mesure où le Rassemblement national, depuis quelques années, s'est, normalisé, on pourrait dire, effectivement, peut-être, c'est un parti aussi d'extrême droite. Parce qu'il a repris certains thèmes de l'extrême droite. Enfin, j'irais plutôt d'extrême gauche, parce que vous avez dans sa psyché une sorte d'exaltation de la Révolution française et des autres, la Révolution d'octobre, etc. Et puis, depuis 2019, c'est vrai qu'il a
épouser une logomachie islamiste un peu, ou islamisante, donc un peu antisémite. Et ce phénomène de l'antisémitisme, c'est pas du tout un phénomène seulement d'extrême droite, c'est aussi un phénomène d'extrême gauche. Relisez les textes de Jules Guesde, qui était l'animateur de la gauche radicale à l'intérieur du Parti socialiste contre Jaurès, mais c'est absolument, c'est du Rima Hassan. Qu'est-ce que ça vous inspire que Jean-Luc Mélenchon, dans un meeting, dise le grand remplacement, c'est nous, accréditant que cette thèse du grand remplacement inventée par Renaud Camus, dont une biographie sort ces jours-ci, accréditant l'existence du grand remplacement, et donc avec ça la thèse d'Éric Zemmour. C'est assez curieux cette récupération. Oui, mais vous voyez, il est dans une phase terminale, c'est sa dernière élection présidentielle sans doute, il met le maximum et puis il essaie de montrer aussi qu'il avait raison, puisque de toute façon, là, depuis 2019, on peut dire c'est sa ligne politique. Il est pour le grand placement. Allez, venez, il est pour la submersion. Il est pour l'invasion, comme aurait dit Giscard. C'est ça son problème. Bon. Il dit qu'une génération doit être prise en considération. Ce qui est intéressant, c'est de revenir sur l'antisémitisme, parce que moi, je veux dire aussi la filiation avec le parti nazi. N'oubliez jamais que le parti nazi, c'était le parti national socialiste, et il y avait une aile gauche importante. Faut le rappeler, faut faire un peu d'histoire de temps en temps. Elle a très mal fini, dirigée par Gregor Strasser, qui se définissait comme anticapitaliste, qui rêvait d'une alliance avec les communistes, qui était d'ailleurs assez brillant, parce que ça marchait très bien pour lui, parce que le parti, il était quand même le numéro 2 du parti d'Hitler, qui l'a fait assassiner pendant la nuit des longs couteaux. Hein. Il l'a fait assassiner, comme ça il était tranquille, débarrassé. Il a surtout fait assassiner Ernst Röhm, le chef des SA. Oui, mais c'est surtout, le point important, c'était Gregor Strasser, qui est un personnage qui lui faisait peur, parce que à un moment donné, il a failli faire une scission dans le parti, et il était très important dans ce parti. Donc, on peut dire que LFI, c'est un parti d'extrême gauche, mais c'est vrai qu'on peut dire aussi, c'est un parti d'extrême droite. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'affaire Epstein. Regardez ce qu'a dit Obono dans un post sur le réseau X. Hein, elle n'a pas pu s'empêcher d'incriminer Israël parce que on avait mis le mot Russie c'était sur France Info. Évoquons les derniers chiffres de la balance commerciale alimentaire. Ils sont tombés, ils ne sont pas fameux. Notre souveraineté alimentaire est-elle menacée ? On est encore en excédent, mais c'est précaire. C'est pas grand-chose, c'est 200 millions d'excédents. Bon, c'est catastrophique. C'est-à-dire, il y a l'écologie et il y a l'escrologie. Hein, il faut pas confondre. La première. Ça, vous aimez bien dire escrologie. Excusez-moi, la première, l'écologie, elle est professée par des scientifiques sérieux. La seconde, par des militants d'extrême gauche, qui ont réussi entre deux grands coups ces dernières années, notamment à cause de la faiblesse idéologique d'Emmanuel Macron, il faut le dire. Ils ont réussi la déstabilisation de notre fleuron nucléaire et l'affaissement de notre fleuron agricole. 200 millions, donc, juste d'excédents en 2028, alors que jusqu'à présent, on a pu avoir des excédents de plus de 12 milliards. C'est-à-dire, la morale de tout ça, c'est que l'agriculture française n'est plus compétente. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé, Franck ? Ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que les abricots, par exemple, français, ils coûtent 5 € le kilo, et les Espagnols, 2,50 €. Comment ? C'est très, très compliqué. Et tout ça, vous savez très bien, c'est à cause de la fiscalité, c'est à cause des normes, c'est pourquoi il faut regarder de près la proposition du sénateur LR de Haute-Loire, hein, Laurent Duplon, pour relancer notre agriculture et notamment s'interroger sur l'autorisation de l'acétamipide, cet insecticide autorisé partout en Europe, sauf en France. Les nominations. Du président de la République, on en parlait dans le journal de 8h, on l'évoquait, excusez-moi, avec François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, qui lui va partir. Quand j'ai posé la question à François Villeroy de Galhau, de lui demander, mais est-ce que vous partez plutôt pour céder la place à un homme du président qui garantirait l'intégrité de la Banque centrale en cas d'alternance politique qui pourrait menacer les fondamentaux de la politique monétaire européenne, etc. Il m'a dit, David Abiker, je vous arrête tout de suite, je pars, j'ai décidé, c'est moi qui décide, etc. Bon, sur Amélie Montchalin, on a un exemple, une macroniste pur jus, qui à 40 ans prend la tête de la Cour des comptes, et qui sera un peu la vigie de la gestion des services publics français.
Le fond de l'affaire, c'est qu'Emmanuel Macron veut revenir. J'ai du mal à y croire quand on voit son bilan, qui est assez calamiteux quand même. Mais enfin, vous savez, ils veulent tous revenir. Giscard, Sarkozy, Hollande, ils ont toujours voulu revenir. Mais déjà, ils veulent pas partir. Voilà, déjà, ou alors, et même sur une civière d'ailleurs. Mais bon, c'est la première fois quand même depuis longtemps qu'on assiste à un tel tissage de toile de président sortant. Parce que Mitterrand était pas mal dans le genre, sinon pire d'ailleurs, mais là c'est très impressionnant. D'abord, n'oubliez pas, il y a eu la nomination fin 2024 de Martin Hadjari à la tête de l'Arcom, un fonctionnaire qui est passé par de nombreux cabinets ministériels socialistes, de Laurent Fabius à Aurélie Filippetti. Mais c'était la même chose du précédent. Non, mais attendez, c'était la même chose du précédent. Mais oui, mais enfin c'est pas un argument. Non, mais dans quel République... pays vit-on? Mais ne me disputez David Abiker, pas, non, mais sérieusement, est-ce qu'on est une république bananière ou est-ce que nous sommes une démocratie? Est-ce que nous sommes une démocratie? Mais oui, faut avoir des valeurs. Mais vous avez d'ailleurs, ce monsieur-là, Monsieur Hadjari, il est très intelligent, mais bon, oui, mais enfin tout ça fait très, excusez-moi, je le répète, république bananière. Bon, il est très intelligent, mais bon, il est macroniste. Il est arrivé en 2025 à l'Arcom, il repartira en 2031 si l'Arcom, évidemment, qui est une espèce de machin de république bananière, justement, n'est pas supprimé par le nouveau pouvoir. Il y a Richard Ferrand aussi, c'est intéressant, macroniste de la première heure, ancien socialiste, du genre frondeur d'ailleurs, très intelligent, très posé, très urbain. Bon, c'est le premier cercle de Macron. Lui, il a pris un mandat de 9 ans l'année dernière. Il partira en 2034. Vous vous rendez compte? Et maintenant, voici Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes. Alors elle, moi j'ai du mal à en dire du mal, parce que bon, c'est une macroniste de la première heure. Elle n'a rien à voir avec les ministres zombies de la Macronie, parce qu'elle a prouvé la bout de caractère, de coffre, etc. Bon, d'ailleurs, elle a condamné, elle est restée au gouvernement, la super taxe sur les bénéfices des grandes entreprises à partir d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, l'impôt le plus bête du monde, la honte de la jungle, un impôt anti-économique, parce que les bénéfices d'aujourd'hui, vous le savez, sont les investissements de demain, et qui seront les emplois d'après-demain. Je vais pas vous dire son âge, parce qu'on est sur Radio Classique, on est galant, encore qu'elle soit jeune, mais le mandat du président de la Cour des comptes étant irrévocable, faudra attendre l'âge limite de la retraite des magistrats pour qu'elle parte, si elle veut rester, c'est-à-dire 68 ans. Si Dieu lui prête vie, elle sera encore là en 2054. Bon, tout ça ressemble à un cadenassage, un verrouillage avant la fermeture des portes, alors que la République macroniste est à son crépuscule, sinon à son agonie. C'est le fait du prince, une sorte d'ivresse de jouissance des nominations. On est plutôt là, si vous voulez, dans les dérives monarchiques d'un pouvoir affaibli qui, après la déculottée de la dissolution, ne veut pas faire parler les électeurs dont il a peur, non sans raison. Et ça fait regretter Nicolas Sarkozy, qui, pour décrisper, offrait souvent un poste important à l'opposition, comme au socialiste Didier Migaud, qu'il a nommé président de la Cour des comptes. Ça avait de la gueule. Franz, nous allons nous séparer, parce qu'il le faut, le temps passe, avec la musique du programme qui a valu la médaille olympique en danse sur glace à Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron. C'était hier, un extrait de la bande originale d'un film intitulé The Whale. Ça n'a rien à voir avec une baleine, surtout quand vous les voyez danser sur cette musique, bande originale du film éponyme.